Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle ensemble. Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis super content de vous accueillir dans ce beau studio ici, un des studios du stream.fr, pour qu'on parle un petit peu ensemble. Avec l'arrivée des consoles next-gen, les gens se posent des tas de questions sur les téléviseurs, sur leurs téléviseurs. Alors je me suis dit, la dernière fois que j'ai vraiment parlé de téléviseurs de façon large, c'était il y a 2 ans, dans une vidéo où je comparais entre guillemets les téléviseurs LCD et OLED. Mais depuis 2 ans, il y a des tas de choses nouvelles dans le monde du téléviseur. Donc dans cette vidéo, je vais faire un point sur des choses qui vont vous faire tilt, vous allez voir. On va refaire un point sur les téléviseurs LCD, on va refaire un point sur les téléviseurs OLED et après, ça va être encore à nouveau la merveilleuse cavalcade de l'amour. On va faire un point sur ce qu'on appelle les téléviseurs LED, les téléviseurs QLED, les téléviseurs mini LED. On va même aborder pour la première fois sur cette chaîne les téléviseurs SLED de la marque Realme. On fera également un point sur le micro LED. Bref, on va s'attacher dans cette vidéo à parler des téléviseurs de façon large. Dans d'autres vidéos qui vont venir juste après celle-ci, je ferai un autre point, un point sur les HDR, HDR10, 10+, Dolby Vision, où on en est aujourd'hui. C'est super important. Et bien sûr, il y aura le test de la PlayStation 5 avec une façon de faire un peu particulière. Je vais la faire à la PP World. Je lance en fin de compte une série de vidéos que je pourrais baptiser Back to Basics, où on va vraiment reposer à nouveau de façon claire et compréhensible pour tout le monde ce qu'est un téléviseur, ce que sont ces téléviseurs, quelles sont les différences fondamentales, avec bien sûr des plus et des moins à chaque fois. On va faire un truc, vous allez voir, ça va être extrêmement aérien. Je vais utiliser des mots simples, on va pas se prendre la tête. Par contre, je pense qu'il y a certaines choses que je vais vous dire qui vont vous faire tomber un peu les bras. Donc il est important pour moi de faire un point. Les points sur les i, ça commence maintenant. Bon, je vais attaquer en mettant les pieds dans le plat de Pixel, si vous m'autorisez la vanne, en vous disant qu'il y a à ce jour dans le grand public que 2 technologies de téléviseurs. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 10. Il n'y a que 2 technologies de téléviseurs. Les téléviseurs LCD et les téléviseurs OLED. Ce sont les 2 seules technologies existantes à ce jour en grand public. Tout ce que vous avez peut-être entendu sur les téléviseurs LED, QLED, ULED, les téléviseurs même SLED dont on parlera tout à l'heure, ou bien les téléviseurs qu'on annonce comme mini LED, ce sont des téléviseurs LCD et rien d'autre. Et pourquoi ? Je vous le donne en mille, parce que le téléviseur LCD a besoin, pour produire une image, d'un rétroéclairage. C'est comme une diapositive, il faut qu'il y ait une lumière derrière pour qu'on voit l'image à l'écran. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire du LCD. Le LCD, c'est une vieille techno, entre guillemets, parce que par rapport à l'OLED, moi j'ai rencontré le LCD au début de ma carrière, c'est pour vous dire, hein, ça date un petit peu des grottes de Lascaux, mais le LCD a cette particularité, comme je vous l'ai dit, de nécessiter un rétroéclairage. Il faut qu'il y ait un rétroéclairage derrière la dalle pour produire une image. Au début, pour rétroéclairer une dalle LCD, on a utilisé des tubes, ce qu'on appelait des tubes CCFL, c'est des sortes de barres comme ça. On les voyait bien à l'écran d'ailleurs, hein, quand vous aviez un noir qui devait essayer d'être créé, on voyait bien les traits comme ça lumineux, c'était pas très élégant, c'était le début du LCD. Et heureusement, est arrivé autre chose, est arrivé le LED, je schématise, hein, est arrivé le LED. Alors les LED, c'était des diodes qu'on pouvait placer en edge, on pouvait mettre des diodes ici ou bien en mettre en bas, on bien mettre ici, mettre des plaques lumineuses pour que le rétroéclairage des diodes LED permette d'attaquer comme ça tout l'écran. Bref, on a commencé à travailler autour des LED avec au début des balbutiements qui étaient plus ou moins élégants, qui se traduisaient à l'écran par des taches, des endroits où on voyait le rétroéclairage, des endroits où on ne le voyait pas. Enfin bref, c'était des débuts entre guillemets un petit peu chaotiques. Au fur et à mesure, on a essayé justement de dépasser techniquement le edge LED, c'est-à-dire la lumière qui vient des côtés comme ça avec des plaques lumineuses ou pas. On a essayé d'aller beaucoup plus loin, donc d'augmenter le nombre de diodes LED. Parce que le problème du LCD, c'est de parvenir à avoir des zones qui peuvent s'éteindre. C'est-à-dire qu'en effet, qu'on puisse éteindre cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là indépendamment. Pour que ce soit indépendant, il faut qu'il y ait beaucoup de diodes LED pour pouvoir les gérer comme ça en rétroéclairage. Donc l'idée, c'était de multiplier comme ça les pins de LED de tous les côtés pour qu'on aille vers des meilleures performances en termes de rétroéclairage. Donc d'endroits où on éteignait les zones de l'écran LCD pour avoir plus de contraste, donc un meilleur noir, et pouvoir mieux gérer les pics de luminosité sur cette zone-là ou cette zone-là. On a mis plus de LED. Bref, l'idée de base, c'était d'avoir des LED qui permettaient justement un rétroéclairage qui est plus précis et surtout avec des zones totalement indépendantes. Et c'est à ce moment-là que les fabricants sont un petit peu partis en vrille en appelant leurs téléviseurs de diverses façons. Quel que soit
le type de rétroéclairage, c'est-à-dire qu'on va venir à celui-là tout à l'heure, quel que soit le type de rétroéclairage, ça reste des téléviseurs LCD. C'est comme si je disais, pour schématiser, la pièce ici, formidable, c'est votre téléviseur LCD. C'est pas parce que vous allez changer une lampe que la pièce est différente. La pièce est toujours la même, vous n'avez fait que changer la lampe. C'est-à-dire une lampe qui est à la fois plus économe, qui permet d'en mettre plus derrière et de les gérer indépendamment. Et sachez en effet que plus il y a de LED, également plus le prix monte. Parce qu'il faut non seulement les installer, ça coûte un peu cher, il faut également les gérer. Donc gérer le local dimming, c'est pas toujours les produits les moins chers. Voilà, il faut également le savoir. Mais un truc important est arrivé entre-temps. Je vais le prendre celui-ci dans la main, voilà. C'est l'arrivée de ce qu'on a appelé chez certains, coucou, le QLED. Laissez-moi vous parler du QLED qui est un téléviseur LCD. N'oubliez jamais ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Comme si ce n'était pas assez compliqué, on s'est bien sûr rendu compte, mais on le savait depuis le début, que le rétroéclairage LED était quand même imparfait. C'est-à-dire que les diodes ont également une colorimétrie. Tu as des diodes qui tirent plus vers le blanc, on a mis des filtres dessus qui tirent plus vers le bleu. Ça fait qu'on a un rétroéclairage qui peut être faillible. Ça veut dire quoi sur le terrain? C'est que si déjà on rétroéclaire une image produite par la dalle LCD avec un rétroéclairage qui a déjà une coloration, on ne va pas obtenir des couleurs extrêmement fidèles, on aura une profondeur des couleurs qui est moyenne. Donc on s'est dit il faut absolument perfectionner le rétroéclairage, pas uniquement en nombre de diodes, pas uniquement de la façon de les placer, mais également pour avoir le blanc le plus pur possible. Alors l'idée à un moment donné, lumineuse, c'était d'installer des filtres autour des diodes LED, des filtres qui permettaient d'avoir justement d'atteindre si possible un blanc pur. C'est d'ailleurs Sony qui avait commencé à faire ça en appelant ça le Triluminos. Moi, j'ai regardé le Triluminos, c'est qu'en effet, c'est une façon différente d'avoir un rétroéclairage, vous avez des couleurs plus vives et autres. En effet, on essayait d'améliorer le rétroéclairage. Et après est venu le Cador de l'Ouest, Samsung, qui a lancé le QLED, Quantum Dot LED. Ma mission, et je l'accepte de bon cœur, c'est de vous expliquer ou de tenter de vous expliquer ce qu'est le QLED avec les mots les plus simples possible. Voici le rétroéclairage QLED. Ce sont des diodes à dominante bleue. Devant ces diodes, on place des boîtes quantiques, des quantum dots. Ce sont des nanoparticules toutes petites comme ça. Elles ont des tailles différentes. Et suivant la taille des nanoparticules, elles vont réagir différemment au passage de la lumière bleue et fabriquer d'autres couleurs. Et au final, en mélangeant les couleurs fabriquées par les quantum dots, on obtient un blanc pur. Parce que l'idée de base, c'est d'obtenir le blanc le plus pur possible en partant des diodes LED. Voilà, et grâce à la fabrication de ce blanc le plus pur possible, on peut donc envoyer ce blanc pur vers la dalle LCD et avoir une image avec une colorimétrie plus large, donc une plus grande profondeur des couleurs. Il y a également une action que je n'ai pas vraiment vérifiée sur un angle de vision qui serait plus large et également des pics lumineux qui seraient mieux maîtrisés parce qu'en effet, il y a une gestion complète du rétroéclairage. Il faut savoir que Samsung n'est pas exclusif sur le QLED. Ils ont lancé l'appellation qui ressemble d'ailleurs, quand on regarde de loin, à OLED, donc le QLED. Mais là où Samsung, pour moi, l'a joué comme ils savent le jouer, c'est qu'ils ont fait oublier aux gens que c'était des téléviseurs LCD. Ils ont commencé déjà il y a quelques années à commencer à dire que ce sont des téléviseurs LED. Ouais, ok, LED, mais le LED, c'est ça les cocos, c'est votre lumière. Ni plus ni moins. Et après, ils ont continué en parlant de QLED, c'est la même chose, ça reste du LED, mais c'est formidable à la base d'avoir un blanc le plus pur possible pour essayer d'avoir justement la colorimétrie la plus profonde possible. Donc en effet, pour les puristes, c'est le DCI-P3, c'est toutes ces normes qui permettent d'avoir une colorimétrie très très large. De toute façon, c'est la bonne voie de se dire qu'on va produire le blanc le plus pur possible pour rétroéclairer une dalle LCD. Et quand je dis rétroéclairer une dalle LCD, ça veut dire qu'on rétroéclaire également son filtre RVB, c'est-à-dire qu'on envoie le blanc faire un filtre RVB qui va produire les couleurs et la dalle est derrière. Vous voyez un petit peu, c'est un sandwich, le LCD. Et on ne peut pas rétroéclairer chaque pixel de la dalle LCD. Il y en a 8 millions à rétroéclairer quand c'est en Ultra HD 4K. On ne peut pas le faire, donc on rétroéclaire par zone. Mais il n'y a aucun téléviseur qui a 8 millions de zones de rétroéclairage. Ça, c'est l'OLED et ce n'est pas du rétroéclairage. Je l'ai dit, Quand je vous dis que chaque fabricant y va de son appellation, parce que vous avez en effet le QLED chez Samsung, vous avez également un rétroéclairage un peu différent chez LG qui s'appelle le NanoCell. Alors le NanoCell chez LG, c'est un filtre composé de nanoparticules, hasard également, qui absorbe la lumière incidente, indésirable du téléviseur et qui booste ainsi la colorimétrie. Vous en entendez parler du matin au soir et vous vous dites tiens, peut-être qu'il y a un nouveau type de téléviseur qui va se pointer, le téléviseur mini LED. Je rappelle également aux bonnes âmes qui me regardent que le téléviseur mini LED est un téléviseur LCD. Seulement à la place des LED, on a mis des LED plus petites, des mini LED qui sont installés par grappe
également donc des zones de rétroéclairage. C'est TCL qui est un peu le promoteur du mini LED et TCL place certains produits haut de gamme jusqu'à je crois 760 zones de rétroéclairage comme ça gérées par des mini LED. Alors l'avantage bien sûr c'est la taille des mini LED. L'avantage également c'est que ça ne consomme pas beaucoup d'énergie et que le mot fait également rêver. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand on dit ah, t'es un téléviseur mini LED, tu as l'impression déjà d'être dans le futur du futur, d'être déjà chez Apple avec leurs écrans mini LED. Alors que ça reste un téléviseur LCD classique, rétroéclairé avec des grappes justement de mini LED, comme ça, des zones. C'est en grappes. On appelle ça des grappes, mais vous voyez l'idée, c'est derrière en grappes. Arrive alors quelque chose dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne, parce que j'attendais beaucoup d'informations de la Chine pour pouvoir le faire. Il s'agit d'une marque qui s'appelle Realme. Realme, ils sont numéro 5 ou numéro 6, je crois, du monde des smartphones. Ils sont très très puissants. Et là, ils lancent des téléviseurs, comme le fait également Huawei, Oppo et autres. Et ils disent, nous, Realme, on a des téléviseurs avec une technologie de rétroéclairage totalement différente. Et du coup, on va appeler ces téléviseurs les téléviseurs SLED. Alors, que veut dire SLED? Vous allez voir, c'est ouf, super LED. Alors, la différence, c'est quoi? Alors, pour vous expliquer comment fonctionne le SLED, il faut revenir à l'explication sur Samsung. Tout à l'heure avec le QLED. Le QLED, ce sont des diodes qui sont donc bleues, devant lesquelles on place justement des points quantiques pour fabriquer d'autres couleurs qui vont fabriquer du blanc. Voilà, à la base. Donc, on a plusieurs étapes. Le SLED, c'est différent. Ils ont directement des trios de diodes RVB pour fabriquer le blanc, tout simplement. Il y a donc au final 136 zones de rétroéclairage qui sont donc animées par des diodes RVB et pas uniquement une diode de type LED bleu avec un système de vent. Voilà, ils disent que c'est meilleur, que ça va plus loin. Je pense que ça a déjà été fait. Eux, ils disent on est les premiers au monde. J'ai cherché, je sais pas. On va dire je sais pas. Peut-être qu'il y a des loulous qui vont me répondre dans cette vidéo. Je pense pas que ce soit les premiers à faire ça, mais je peux me planter, je sais pas tout. Avant de passer au plus et au moins de la technologie LCD, j'aimerais finir ce chapitre en parlant du micro-LED. Ça fait rêver aussi. On a l'impression, ah, micro-LED, ça y est, c'est l'avenir, certainement, pour le secteur professionnel dans tous les cas. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne sur laquelle je tapais un petit peu sur la tête de Samsung avec le micro-LED. Je réitère mes propos. Le micro-LED, par contre, n'est pas un rétroéclairage d'une dalle LCD. C'est vraiment des micro-LED donc, qui sont placés sur un dallage qu'on peut donc assembler. L'avantage du micro-LED, il est de tous les côtés, hein. C'est un noir infini, une colorimétrie de folie, il n'y a pas de marquage possible. Par contre, le micro-LED est pour le moment réservé au secteur professionnel parce que le ticket d'entrée est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'on a des tickets d'entrée pour des dalles de 100 pouces, on a des trucs à 150 000, 200 000, jusqu'à 400 000 euros. Enfin, on n'est pas pour le moment prêt à se dire que le micro-LED est pour le grand public, même si la technologie fait rêver. Il n'y a pas que Samsung qui est sur le coup, hein. Samsung n'est pas l'inventeur, il y a TCL qui en propose, il y a également Sony avec le Crystal LED qui a lancé depuis très très longtemps ce type de système de micro-LED. C'est pas nouveau en secteur pro et je pense que ça va mettre beaucoup de temps à arriver dans le grand public, donc ne partez pas dans les délires avec le micro-LED. Ça ne sert à rien, vous ne le verrez pas arriver demain matin où je serai fortement surpris que ça arrive à des prix que je trouverais acceptables pour le grand public. Si c'est pour lancer un téléviseur 65 pouces à 35 000 euros, je vois pas tellement l'utilité pour le grand public. On continuera à faire rêver les gens à des trucs où wow, ça arrivera quand ça arrivera. Il y a des projets également, comme vous avez vu sur la chaîne, de QD OLED, un truc qui mélangerait justement les quantum dots avec l'OLED. Il y a des projets également de mini LED, de rétroéclairage full mini LED. Il y a plein de projets. Mais pour le moment, nous sommes en novembre 2020, mois de lancement des consoles next-gen. Il y a téléviseur LCD et téléviseur OLED et rien d'autre pour le moment. Mais ça marche bien quand même, il faut wow, un peu de bonheur dans la live. Regardez comme je suis content dans mon petit décor du stream.fr. Maintenant, on va passer au plus et au moins de la technologie LCD. Je fais que quelques points, quelques généralités. Justement, parmi les grands avantages du LCD, c'est qu'on a un sacré recul sur la conception d'une dalle LCD. On n'est pas en train de découvrir comment ça fonctionne. Donc, quelque part, le recul est gigantesque. Il y a une grande luminosité, pensez bien, il y a un rétroéclairage. On rétroéclaire, donc on a une super luminosité sur des dalles LCD. On peut monter à 4000 nits, on peut monter à 4000 candela, même 10 000 candela en secteur pro. Vous avez de la patate derrière. Justement, c'est ce qu'on reproche au LCD, c'est quelquefois il grille. C'est-à-dire qu'il balance tellement de pêche qu'il faut le calmer un petit peu, ce qui n'est pas le cas de l'OLED, hein. Il n'y a pas d'effet de marquage. Je sais que ça a dû arriver dans la carrière des LCD d'avoir quelquefois un marquage, mais je peux vous dire que moi j'en ai jamais vu de ma vie. Mais il y a toujours des gens qui ont photographié un écran en disant ah, regardez j'ai marqué mon écran LCD.
Ouais, mais c'est un peu compliqué quand même parce que c'est pas une diode organique. Donc moi je vais vous dire qu'il n'y a pas de marquage sur un téléviseur LCD parce que j'en ai jamais vu. Mais je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout, vous savez, avec sa lampe. Il faut savoir que le LCD bien traité, avec un bon rétroéclairage, peut avoir une très très large colorimétrie. Il y a des progrès qui ont été faits sur l'angle de vision, parce que quand même, il y a quelques années, on se mettait sur le côté, ici on voyait une image presque en négatif-positif. Il y a des gros progrès qui ont été faits sur l'angle de vision, notamment par Samsung, c'est assez étonnant. Le ratio de contraste est également meilleur qu'il ne l'a été, parce qu'on a connu des périodes difficiles avec le LCD, où on maîtrisait mal le ratio de contraste, because le rétroéclairage, because le nombre de LED derrière, because le nombre de zones qui n'était pas bon. Donc maintenant, avec plus de zones, des meilleurs LED avec un meilleur travail, on a un meilleur ratio de contraste sur les modèles moyenne de gamme et haut de gamme. Je peux vous garantir, c'est assez saisissant. Ce qui est fou, c'est que c'est quand même une technologie qui est vieille, comme moi, et qui continue à progresser parce qu'on fait progresser son rétroéclairage. Parce que c'est la seule solution pour avancer. Parmi les plus, le téléviseur LCD n'est pas sensible aux UV, il peut être mis en plein soleil, ils s'en foutent. Mais complètement. Étant donné que le LCD est une technologie qui n'est pas récente, le prix des débuts de gamme est quand même très bas. On peut trouver des téléviseurs Ultra HD à 300 €, 350 €. C'est des trucs qui sont normaux parce qu'en effet, il y a une grosse production de dalles LCD et on a du recul, on n'est pas en train de découvrir. Donc, en effet, c'est un point positif. On peut trouver des produits déjà de bonne qualité à 300, 400 € et ça, c'est bien pour le grand public. Les téléviseurs 8K qui sont LCD sont également entre guillemets pas trop chers par rapport aux modèles OLED qui sont à 30 000 €. Donc c'est la même chose, comme c'est une technologie qui est moins onéreuse à produire que l'OLED, on peut avoir des tarifs différents de ceux de l'OLED. C'est une question de production et de pénurie ici. On va venir tout à l'heure sur ce point. Bien sûr, dans l'univers des téléviseurs, les dalles LCD peuvent travailler en 120 images par seconde, en Ultra HD 4K, peuvent aller jusqu'au 8K, 60 images par seconde. Bref, les dalles ont évolué avec le temps et c'est important pour les gens qui cherchent des téléviseurs pour leur console next-gen. Il y a des modèles qui ont déjà été testés sur la chaîne de téléviseurs LCD qui vont en Ultra HD 4K 120 images par seconde. Il y en a d'autres qui vont arriver. Il faut également savoir que les téléviseurs LCD peuvent disposer d'un système anti-reflet très efficace, alors que c'est plus compliqué à faire pour l'OLED. On va passer aux défauts du LCD. Alors je fais des généralités, moi je suis comme ça comme gars. Le défaut quand même, c'est le ratio de contraste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir un ratio de contraste parfait avec le LCD parce qu'il y a toujours des morceaux de rétroéclairage qui traînent. On a du mal à tout éteindre. Bien sûr, si on coupe tout, on fait un noir complet, on éteint tout. Mais sur des zones, on a du mal à le faire. Tandis que le LED, vous verrez tout à l'heure, ça ne fonctionne pas de la même façon. Mais sur les modèles haut de gamme, les progrès sont gigantesques. Parce qu'en effet, on a plus de zones à éteindre, on gère mieux le rétroéclairage, donc les progrès sont constants. Un des problèmes du téléviseur LCD, c'est que vous avez plusieurs strates de caractéristiques et de résultats sur le terrain. En effet, on ne peut pas attendre d'un produit à 300 € les mêmes résultats qu'un produit qui en coûte 2000 ou 3000. Il y a beaucoup de disparités techniques dans le rétroéclairage. Et vous avez bien compris que le rétroéclairage est super important. Ce n'est pas la technologie qui a un problème, c'est le prix pour avoir le meilleur rétroéclairage possible. En effet, ce que peuvent faire des QLED haut de gamme ou ce que peuvent faire des mini LED haut de gamme, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a quand on a du Edge, c'est-à-dire c'est pas le même type de rétroéclairage et le résultat est radicalement différent. Le LCD a quelquefois pour fâcheux inconvénient d'avoir ce qu'on appelle du clouding. C'est-à-dire quand vous avez une image qui est noire, vous voyez des sortes de taches, comme des nuages. C'est le clouding. C'est partie des défauts d'une dalle ou des fuites de lumière. Ça peut arriver, ça fait partie des défauts du LCD. C'est un peu la roulette russe. Le LCD a quelquefois sur certaines dalles un truc que j'aime pas du tout qui s'appelle le blooming. Alors le blooming, c'est quoi? Le blooming, imaginez le générique de Star Wars. Vous avez donc Star Wars, le générique, ce sont des lettres blanches sur fond noir. Le blooming va vous faire apparaître des halos de lumière autour de chaque lettre. Et ça peut être assez violent. C'est un truc que fait pas l'OLED. Ça dépend des modèles, ça dépend des rétroéclairages. Donc encore une fois, je ne peux pas faire de généralité parce que je vous expliquais tout à l'heure qu'il y a des systèmes de rétroéclairage plus ou moins performants qui peuvent justement gérer ça de façon convaincante. N'oubliez pas que le LCD ne peut pas être enroulable, il ne peut pas être pliable non plus. Pourquoi? Parce qu'il a un rétroéclairage. Il peut être incurvé. On peut courber le rétroéclairage, mais le faire comme ça, enclapper ou bien l'enrouler, il n'y a que le LED, pas le LCD. Je finirai en vous disant que oui, les téléviseurs LCD, depuis 2-3 ans, ont fait des progrès de ouf, de folie, mais que ça se paye. Toutes les technologies appliquées au rétroéclairage, à la dalle et autres, sont onéreuses. Que tout le monde dit le LED c'est cher, moi je vous réponds que le LCD, pour qu'il soit bien traité de A à Z, un téléviseur LCD vraiment performant en rétroéclairage avec tout ce qu'il faut dedans, ça ne va pas coûter 400 €. Oh, on va parler de l'OLED maintenant, mais l'OLED c'est peut-être un petit peu moins long. Parce que l'OLED, il n'y a pas 36 000 types de rétroéclairage dans un OLED, pour la bonne et simple raison qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de rétroéclairage sur un téléviseur OLED. Il n'a pas besoin de LED, de QLED, de machin. Il n'a pas besoin.
Il s'en fout. C'est comme le téléviseur plasma, le téléviseur OLED produit sa propre lumière, produit sa colorimétrie, produit tout ça. Il fait tout seul. C'est pour ça que la dalle OLED à la base peut faire 2 mm. Il n'y a pas de rétroéclairage, donc on peut faire des posters TV, on peut donc la plier, l'enrouler. Il n'y a pas de rétroéclairage. C'est la différence de base. Les diodes sont organiques. Donc elles s'auto-alimentent, elles s'auto-émettent, elles s'auto-suffisent, elles sont contentes d'elles-mêmes. Donc c'est le point principal qu'il faut retenir. Autre truc important, LG n'a pas inventé l'OLED. Ils ont acheté une partie des brevets Kodak pour avoir l'OLED avec le rouge, vert, bleu plus blanc. En effet, ce sont des quatuors de diodes RVB plus blanc qui produisent chaque pixel. Donc quand vous avez une dalle OLED Ultra HD 4K, vous avez officiellement une définition de 8,3 millions de pixels, mais également les sous-pixels derrière, RVB plus blanc. Voilà, vous avez donc tout plein de pixels partout qui sont tous auto-émissifs ou émittifs. Je ne sais même pas quel est le mot en français, je crois qu'il n'existe pas en plus. Après, elles émettent leur propre lumière, le mec. Elles émettent leur propre lumière, elles sont contentes. Donc le truc qui est intéressant avec l'OLED, c'est que comme elles émettent leur propre lumière, on peut tout éteindre. C'est-à-dire que quand l'OLED fait du noir, il ne fait pas semblant. Donc c'est le noir parfait, ce qu'on appelle le noir infini, 1 million sur 1, il n'y a pas besoin d'artifice, il n'y a pas besoin de circuit, non, il éteint. Et en plus, il peut gérer les diodes indépendamment. Il n'y a pas une notion de zone, de rétroéclairage, de machin. Non, ça n'existe pas. Il y a 8,3 millions de zones, entre guillemets, totalement indépendantes. Donc une gestion qui est fabuleuse. On peut faire ce que l'on veut avec un téléviseur OLED, donc éteindre, colorimétrie, tout est faisable indépendamment, sans qu'il y ait un pixel qui soit gêné par un autre. Il n'y a pas de blooming, il n'y a pas de clouding, c'est pas possible qu'il y ait ça. Mais il y a d'autres défauts. On va en revenir tout à l'heure parce que moi j'ai l'air de glorifier comme ça. Glory, glory, alléluia. J'ai l'air de glorifier comme ça dans mon petit studio de téléviseur OLED, mais il est imparfait. Il est aussi imparfait que le téléviseur LCD. Les technologies ont toutes des qualités et des défauts et l'industrie ne peut pas garantir le zéro défaut. Aucun fabricant, aucune industrie ne peut garantir le zéro défaut. Étant donné que je me répands un peu comme ça dans la vidéo du dimanche, je tenais à vous dire un truc important. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Samsung a fabriqué des téléviseurs OLED. Ils en ont fait, mais ils ont arrêté. Ils ont fait un choix industriel de dire « nous, on ne va plus là-dessus ». Point à la ligne. Et il faut savoir également que Sony ne fabrique pas ses dalles OLED pour ses téléviseurs, mais fabrique des dalles OLED en secteur professionnel jusqu'à 32 pouces, je crois, pour le secteur du monitoring, où on fait du calibrage en laboratoire et autres avec des moniteurs, je crois qu'ils coûtent 30, 35 ou 40 000 €. Mais c'est Sony qui fabrique ces dalles OLED là pour le secteur pro, mais pas en grand public. Vous voyez, ça c'est les facéties. Autre truc également, vous devez le savoir, LG Display est la plus grande usine de dalles OLED au monde. Ils sont quasi seuls au monde. De ce fait, il y a un énorme problème de pénurie de dalles, parce qu'ils peuvent en produire, je crois, 3 ou 3,5 millions par an. Et une fois que c'est produit et que c'est vendu, il faut attendre. Voilà, il y a des files d'attente. Prenez vos tickets à la caisse, messieurs, dames, quelle que soit la marque, hein, parce que même LG est client de LG Display. Donc, ils sont tous là. Allez, à la queue leu, et t'as des dalles pour moi. Et t'as des dalles pour moi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que les tarifs ne baissent pas sur les nouveautés, parce que les nouveaux produits qui se pointent sont toujours extrêmement onéreux. Donc en effet, 2 000 €, 2 500, parce que n'importe comment, il y a une pénurie. Les prix baissent sur les anciens modèles. En effet, quand un nouveau modèle arrive, il chasse l'autre. Donc au fur et à mesure, ça baisse. Mais globalement, le prix des téléviseurs OLED en 55 pouces, 65 pouces, 75 pouces, il est maintenu. Hein. Il est juste élevé. Je ne vous parle même pas des modèles 8K à 20 000 €, 30 000 €, parce que c'est extrêmement compliqué à fabriquer. Mais avec le LED, LG Display, c'est vraiment les rois. C'est-à-dire il n'y a pas d'équivalent dans le monde côté production industrielle, qualité de la production. En effet, il y a très peu de rebut, donc ils maîtrisent parfaitement le processus. Tant qu'il n'y aura pas 2, 3 ou 4 usines de dalles OLED, les prix ne chuteront pas puisqu'il y a une pénurie. Pourquoi voulez-vous que les prix arrivent à 500 €? C'est impossible. Et la fabrication elle-même d'une dalle OLED est extrêmement compliquée. C'est beaucoup plus compliqué que le LCD. Le LCD, c'est facile à fabriquer et puis on a 25 ans de recul. Là, c'est pas le cas. Donc voilà, vous avez bien saisi les différences entre LCD et OLED. OLED, c'est vraiment le téléviseur qui serait peut-être le plus à conseiller pour les gens qui aiment le cinéma, parce que les barres noires sont vraiment noires. On a un côté très Dolby Cinéma, parce que justement le Dolby Cinéma a un ratio de contraste d'1 million sur 1, comme l'OLED. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très proche d'Hollywood. C'est pour ça que d'ailleurs aux États-Unis, on fait de l'étalonnage sur les OLED Panasonic chez Panasonic. On utilise également des OLED Panasonic dans d'autres studios pour faire de l'étalonnage justement de films. L'étalonnage de Blu-ray 10 se fait sur des moniteurs OLED. On va passer aux avantages et aux inconvénients de l'OLED. Hein. Je fais des généralités, il y a des points complémentaires, mais enfin là, je suis obligé de résumer, sinon la vidéo va faire 45 minutes, ce qu'elle fait déjà peut-être. Hein. Avantage numéro 1 du téléviseur OLED, le ratio de contraste infini.
Ça change tout. Ça booste la colorimétrie, ça booste la définition. Ce ratio de contraste est impressionnant. C'est-à-dire c'est vraiment la salle Dolby Cinema, quoi. Quand vous coupez la lumière, vous ne savez même pas où est le téléviseur. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir. La colorimétrie peut être absolument étonnante. Hein, sur les bonnes dalles, avec les bons téléviseurs, on a une excellente colorimétrie. L'angle de vision est parfait. Angle de vision maximal. 90 degrés, 90 degrés. On ne peut pas le prendre en défaut. Mettez sur le côté, comme ça vous voyez l'image de la même façon que si vous étiez en face. Pourquoi? Parce que c'est la dalle qui fabrique l'image devant. Et voilà, il n'y a pas de rétroéclairage. La dalle OLED en elle-même a une faible latence. Je crois que c'est sous les 1 milliseconde, c'est à peine mesurable. Après, il y a les problèmes d'input lag, hein. C'est différent dans le gaming, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais la dalle peut très bien avoir 1 milliseconde de latence et l'input lag peut être à 20 millisecondes, hein. Ça dépend de l'électronique qui est associée à la dalle. N'oubliez jamais ça, jamais, never. Le téléviseur OLED peut être pliant ou enroulable, le LCD ne peut pas faire ça. La luminosité a fait des progrès, mais elle reste faillible, c'est-à-dire que la plupart des dalles sont annoncées à 800 candela, 1000 candela, tandis que de l'autre côté, le LCD peut aller à 2000, 3000, 4000, jusqu'à 10 000 candela en secteur professionnel. Ce sont vraiment des technologies différentes. On dit toujours en effet que l'OLED n'est pas vraiment fait pour le gaming. Pourtant, des entités comme Nvidia travaillent avec LG sur la gamme notamment LG C10 qui est testée sur la chaîne et qui permet d'avoir des performances gaming très très élevées qui ont été justement mises à jour récemment pour l'arrivée des consoles Xbox ainsi que PlayStation 5. Donc de l'Ultra HD, 4K avec du VRR, LLM, tout est sur ce type de téléviseur. Ça avance de tous les côtés. Parmi les points que je voulais soulever quand même, c'est que globalement, je trouve que l'OLED subit beaucoup de légendes urbaines. C'est vrai qu'on a peur de faire du gaming avec de l'OLED, on a peur de certains trucs, on dit ça va marquer, je vais dépenser 2000 boules pour acheter un téléviseur, ça se trouve je vais avoir un logo marqué. Je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas, moi, en tant que journaliste, vous garantir là, maintenant, dans cette vidéo, qu'il n'y aura jamais de marquage. Je suis incapable de vous dire ça parce que je ne peux pas le savoir. En effet, la technologie peut être faillible. Un logo qui restera affiché 3 jours dans le coin, évidemment, qui risque d'y avoir un marquage. Seulement, les techniques anti-marquage ont fait beaucoup de progrès. On arrive maintenant à déceler une zone qui reste allumée et baisser la luminosité pour essayer de libérer. Il y a également un déplacement de pixels. On fait des progrès. Il y a des trucs la nuit qui sont faits par certaines marques pour justement, dans le cas d'une détection d'un marquage, essayer de l'annihiler. Mais je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura jamais de marquage puisque la technologie part du principe que ce sont des diodes organiques. Le plasma avait également des problèmes de marquage. Du moment que c'est de l'organique, on peut marquer. C'est vraiment la façon dont vous l'utilisez, c'est vraiment des tas de choses. La façon dont est géré également l'anti-marquage par la marque, parce que toutes les marques ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, si vous voulez, le truc, je peux comprendre, mais à 2 milliards de pourcents, le fait que les gens se disent « Ah non, je ne vais pas acheter un OLED si je fais du gaming parce qu'il va y avoir un problème ». Ça, je le comprends à 2 milliards de pourcents. Je ne pourrais pas, moi, vous donner d'arguments pour vous garantir que le marquage n'existera jamais. Mais en même temps, je ne peux pas vous garantir que sur le téléviseur LCD que vous allez acheter, il n'y aura pas de clouding, il n'y aura pas de fuite de lumière, il n'y aura pas de blooming. Je ne peux pas vous le garantir non plus. Le truc, c'est que dans les deux technologies, il y a des points faibles. C'est tout. Il y a des points forts et des points faibles en LCD et en OLED. Et je ne peux rien à ça et l'industrie ne peut rien à ça pour le moment parce que ces deux technologies imposent ça depuis qu'elles sont nées. Il faudra attendre des systèmes justement comme le micro-LED justement pour ne pas avoir les problèmes des deux technologies. Pour le moment, on doit travailler, nous, le grand public, avec ces deux technologies qui quand même sont formidables. Faut arrêter, il ne faut pas faire de catastrophisme, c'est pas mon truc, c'est formidable. Un bon téléviseur LCD, un bon téléviseur OLED, c'est quand même bonheur pour les yeux. Hein? On est d'accord tout de même. Alors, le point négatif numéro 1 sur le LED, je viens de vous en parler, c'est le risque de marquage. Voilà, c'est un des points négatifs qui tourne dans la tête de tout le monde. Le problème également du téléviseur OLED, c'est que la face avant est extrêmement réfléchissante. C'est un miroir. Hein. La luminosité peut être faible comparée à un téléviseur LCD. C'est vrai que si vous mettez un téléviseur LCD et un téléviseur OLED, vous allez percevoir que le téléviseur LCD crache vraiment. L'OLED va être plus timoré, plus cinéma justement, moins wow. Le téléviseur peut être sensible aux UV. Ça, il y a des filtres maintenant anti-UV, mais le téléviseur mis au soleil tous les jours avec le soleil dessus, je ne suis pas sûr que ça ne lui fasse pas quelque chose. Le téléviseur OLED n'aime pas les UV, globalement, il faut éviter. Et parmi les points négatifs, il faut quand même mettre que le prix des téléviseurs OLED neufs ne chute pas. On continue à garder des prix à 1600, 1700, 2000, 2500 €. Ça continue à rester très très élevé because pénurie et coût de fabrication d'une dalle OLED qui est plus élevé que le coût de fabrication d'une dalle LCD, tout simplement. Voilà, c'était cette petite vidéo du dimanche que je voulais vraiment faire. J'espère pas trop vous avoir gonflé. J'ai essayé de faire au mieux. C'est pas facile parce que franchement, passer au crible comme ça, toutes les technologies avec tout le rétroéclairage, tous les trucs,
C'est un exercice que j'aime bien faire, mais je me dis toujours, est-ce que j'ai été clair? Est-ce que j'ai pas embrouillé plus les gens maintenant qu'avant qu'ils regardent la vidéo? Enfin bref, mettez-moi les trucs dans les commentaires. C'est la première vidéo d'une série de vidéos, hein. Donc je pourrais corriger des trucs dans d'autres vidéos. On parlera également de HDR10, HDR10+, Dolby Vision dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je regarderai pour savoir s'il faut que je corrige des trucs dans les prochaines, des trucs que vous n'auriez pas compris, je me suis mal exprimé. C'est des choses qui arrivent. J'essaye d'être clair là-dedans, mais quelquefois quand ça sort, c'est pas clair. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Je sais que pour certains, les choses qui sont dites dans cette vidéo enfoncent des portes ouvertes parce qu'ils les savaient déjà. Pour d'autres, j'espère que vous avez appris des trucs et que j'ai pu vous les communiquer de la façon la plus simple possible. Voilà, je vous dis à très très vite. Merci, je vous embrasse. À très vite sur ma chaîne YouTube PP World et merci encore aux équipes du stream de me laisser comme ça les locaux formidables. Regardez comme c'est formidable. Voilà, formidable. Il y a des endroits pour tourner partout. Voilà, c'est ça qui est bien, ce sont des belles pièces et c'est fait des beaux décors. Allez, merci et à très vite. Ciao, je suis bien éclairé encore. Hein. Et n'oubliez pas, hein, le secret du LCD, c'est son rétroéclairage. Plus ou moins évolué et plus ou moins de petites lampes. Voilà, c'est son secret de base. Je ne pouvais pas faire plus simple, hein. J'ai essayé de prendre des exemples simples, ça me change des boîtes Tupperware, mais le résultat est le même, le rétroéclairage. L'OLED ne connaît pas le rétroéclairage, lui. Il fabrique sa propre lumière. L'heure est venue pour moi de vous raconter un... Oh, bêtisier. L'heure est venue pour moi de vous raconter... L'heure est venue pour moi... L'heure... Bêtisier. Comme si tout... Oh là là, faut que je bouge tout, moi. Voilà, vous allez voir, ça va être mieux. Comme si ce n'était pas assez compliqué comme ça. On s'est quand même rendu compte que... Hein, oh là là, oh là. Je vais tomber, donc ça sent les points négatifs sur le LED. Alors, le point négatif numéro 1 sur le LED, je viens de vous en parler, c'est le risque de marquage.